Le cœur de notre métier, c'est le documentaire. Pour retrouver toutes nos productions et accéder à nos contenus exclusifs, téléchargez d'urgence l'application Omerta. Caroline Galacteros, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, c'est toujours difficile de se présenter. Alors, succinctement, Caroline Galacteros. Je fais de la géopolitique, donc on pourrait dire que je suis géopolitologue française. Je préside un think tank consacré à la géopolitique sous l'angle réaliste, qui s'appelle Géopragma. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben c'est tout, j'ai créé Paix et Guerre, un petit canal YouTube en janvier dernier, où j'essaie d'expliquer de plus en plus souvent, enfin avec un rythme qui monte, un certain nombre de choses sur l'actualité internationale. Voilà, pour permettre une analyse un peu différente de ce qui est donné dans les grands médias. Chers abonnés, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner. Surtout pas Paix et Guerre. Et maintenant, le cercle Paix et Guerre, je viens de faire ça, c'est d'autres contenus en plus, que je fais en plus. Donc le reste existera, continue. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir plus d'émissions, d'occasions, de directs et bientôt d'entretiens, ça va se passer sur le cercle. Et là, c'est un petit système d'abonnement très raisonnable, voilà, mais qui est censé me permettre de pouvoir développer aussi tout ça. Donc Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers abonnés d'Omerta. Caroline Galacteros, le 6 août dernier, l'armée ukrainienne a franchi les frontières russes. Elle a depuis conquis entre 1 et 2 km carrés de territoire. Est-ce un tournant de la guerre ou juste un baroud d'honneur? Moi, j'ai tendance à penser que c'est plutôt un baroud d'honneur, que ça a été fait dans un certain nombre d'objectifs qui sont ceux de l'armée ukrainienne, mais surtout des gens qui aident toutes les opérations militaires ukrainiennes depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis, les Anglais et aussi un certain nombre de pays européens membres de l'OTAN. L'objectif était de faire alors d'abord, symboliquement, d'entrer dans le territoire russe pré-2014. Ça, c'est quand même effectivement symbolique. Et l'idée derrière ça, bien sûr, c'est d'humilier le pouvoir russe, Vladimir Poutine, et d'essayer, parce que c'est toujours le même rêve fou, de le déstabiliser politiquement au plan interne. Bon, crains que ce soit un échec patent de ce point de vue-là. Ensuite, militairement, l'idée était manifestement de pousser les forces russes à divertir des effectifs pour aller renforcer ce coin qui était très peu défendu. Là, ce n'est pas le cas non plus. Hein. Au contraire, on peut dire que les forces russes avancent à rythme soutenu et même renforcé dans le Donbass, notamment dans l'oblast de Donetsk, et qu'en fait, si vous voulez, au plan militaire, je ne vois pas très bien, au bout de 3 semaines, il y a déjà plus de 5000 hommes, 5000 Ukrainiens qui ont été tués par les forces russes. Donc l'avancée a été manifestement ou est en train d'être stoppée. Et ça piétine. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne vont pas continuer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres tentatives. Bien sûr, ça continue. Voilà, l'idée de harcèlement continue. Mais pour l'instant, ça met surtout en danger la région toute proche de Soumy, tout le nord là, vers Kharkov. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'effet militaire intelligent, donc c'est plutôt un baroud d'honneur. Alors, est-ce que, parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent, est-ce que les parrains de l'Ukraine occidentaux veulent finalement qu'elle obtienne une petite victoire, quelque chose qui pourrait être monnayé ou en tout cas paraître comme étant des acquis de l'Ukraine et des capacités de l'Ukraine, ce qui pourrait être utile dans une négociation? Ça me semble difficile. D'abord, la Russie ne veut plus de négociation du tout.
à part sur les bases d'un plan qui a été donné en juin 24 par Poutine. Donc là, on est très très loin maintenant de discussion, d'autant que les Ukrainiens continuent les frappes sur les civils et sur des immeubles d'habitation et sur des centres commerciaux et que là, du point de vue russe, c'est du terrorisme pur et simple, c'est des crimes de guerre, donc bon, difficile de discuter comme ça, d'autant qu'il y a des frappes aussi. Alors est-ce que c'est là encore des baroutes d'honneur ou la recherche d'un incident fort qui pousserait la Russie à réagir trop? Ça, c'est les frappes sur les centrales de Zaporizhia, ça fait 2 ans que ça dure. Mais aussi, il y en a une importante et en activité dans l'oblast de Koursk. Donc il y a tout ça, si vous voulez. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, du point de vue ukrainien, une manière de dire tous ceux qui financent en armes et en argent ces opérations, regardez, on est quand même capable de faire quelque chose. Parce que pour le reste, au plan militaire, je suis désolée pour ceux qui racontent l'inverse depuis 2 ans et demi, ça se passe très très mal et de manière... ça se passe de plus en plus mal pour les forces armées ukrainiennes qui n'ont ni les effectifs, ni les armements, ni en matière de défense aérienne, sont quand même très, très handicapées, très affaiblies. Les forces ukrainiennes ne sont pas dans une tendance à la victoire, si vous voulez. C'est vraiment c'est un euphémisme ce que je dis, c'est perdu. C'est perdu. Donc la question, c'est que comme l'Occident ne veut pas passer à une phase de négociation et de discussion, parce qu'évidemment ça se ferait sur les bases de celui qui l'emporte militairement, c'est-à-dire de la Russie, et ça c'est juste insupportable, eh bien on cherche comment faire durer, comment arriver à avoir des éléments de négociation favorables. Voilà, donc il y a tout ça, c'est tout un ensemble qui fait que les Ukrainiens n'en ont pas fini de mourir pour rien. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas réagi plus fermement, plus fortement à cette incursion ukrainienne sur le territoire russe? Est-ce qu'elle n'en avait pas les moyens? Ah non, je pense que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de tempérance et c'est une question de ne pas faire ce qu'on attend de vous. Et ce qu'on attend de Poutine, c'est précisément qu'il réagisse très brutalement. Il y a des scénarios, même de frappe nucléaire tactique depuis longtemps, qui sont agités par les uns, par les autres, par les Russes aussi d'ailleurs, de temps en temps, par les Ukrainiens tout le temps. Donc il y a, si vous voulez, il y a tout un tas d'actions ou d'hypothèses et de scénarios d'intervention ou d'incidents, y compris nucléaires, du côté ukrainien, qui sont imaginés pour faire en sorte que la Russie réagisse. Mais y compris éventuellement, et c'est là que ça devient fou, c'est-à-dire qu'on se dit, mais est-ce que les pays de l'OTAN qui aident l'Ukraine sont prêts à risquer un incident nucléaire, une frappe, un coup de semonce, si vous voulez, nucléaire tactique russe sur le territoire ukrainien, ce qui serait une pure folie, pour pouvoir justifier un engagement plus direct, quelque chose qui gèlerait le front, puisque ceux qui veulent geler le front, c'est quand même les Ukrainiens, ce n'est pas les Russes. Les Russes, ils veulent des zones tampons depuis le début. Avant, c'était tout le pays qui devait être la zone tampon. Maintenant, c'est un bout du pays, c'est clair. Mais, donc, est-ce qu'on va aller jusque-là? Est-ce que c'est ça l'idée, par exemple, d'une attaque sous faux drapeau, une attaque ukrainienne qui forcerait la Russie à réagir et qui justifierait un engagement plus direct de forces de pays de l'OTAN, pas forcément de l'Alliance, mais de forces de pays de l'OTAN. Donc on est dans une fuite en avant qui est en fait la seule parade qu'on a trouvée pour continuer à maintenir l'illusion sinon d'une victoire, du moins d'une puissance des forces ukrainiennes face à la Russie. Mais ça ne produit manifestement pas du tout les bons intérêts. Et Vladimir Poutine l'a dit à plusieurs reprises, et pas que lui d'ailleurs, dans la doctrine nucléaire russe, il y a effectivement ce scénario, et c'est là qu'on ne comprend rien à la Russie et qu'on ne veut pas comprendre et qu'on se plante du coup dans nos propres hypothèses. Il est dit dans la doctrine nucléaire russe
que la Russie se réserve le droit de faire une frappe en premier nucléaire si elle considère que l'État ou les intérêts vitaux de la nation russe sont en danger. Il est clair que Vladimir Poutine et ses généraux ne considèrent pas, au stade actuel, que l'attaque, l'incursion de Koursk, si vous voulez, dans l'oblast de Koursk, constitue une menace sur les intérêts vitaux. Non, c'est une petite entaille extrêmement désagréable et assez humiliante, à vrai dire, sans doute, du point de vue de Moscou, mais ça ne justifie pas de faire ce que les autres espèrent enfin que la Russie va faire, parce que derrière tout ça, l'idée, c'est comment faire pour que la Russie n'ait plus le soutien considérable qu'elle a, non seulement de la Chine, mais d'une grande partie du monde aujourd'hui. Et ça, pour l'Occident, c'est insupportable, en fait. Donc, comment découpler la Russie de la Chine, en fait? Il est certain, enfin, il est très probable, même si les Chinois prennent un certain nombre de décisions, mais enfin, imaginons un incident nucléaire attribué à la Russie, à tort ou à raison, soit parce qu'elle frapperait, soit parce que ce serait une attaque sous faux drapeau ukrainienne. Ce sera très compliqué pour les pays qui la soutiennent, y compris la Chine, d'admettre, si vous voulez, une réaction nucléaire tactique, même si, du point de vue de Moscou, ça peut être une manière de dire stop, là, on arrête le délire. Bon. Donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans les états-majors occidentaux qui jouent avec ces scénarios catastrophes et qui s'imaginent qu'ils pourraient maîtriser une escalade. Et là, franchement, pour moi, on a quitté le sol. Hein. Qui va maîtriser une escalade nucléaire? Donc en fait, on joue sans se rendre compte de la gravité des cartes avec lesquelles on joue, en fait. Et on espère que à la fois Moscou va réagir brutalement et en même temps que Vladimir Poutine sera tout de même assez raisonnable pour ne peut-être pas relancer les dés d'une manière gravissime pour notre camp. En parallèle de cette situation à Koursk, la situation dans Donbass, vous en parliez, semble s'être détériorée pour les troupes ukrainiennes. Les Russes sont face aux dernières lignes de défense du Donbass. Après, c'est la plaine du Dniepr. Si avancement il y a, la Russie pourrait prendre un territoire considérable. Ma question est la suivante. Pourquoi l'Ukraine refuse-t-elle de négocier en l'état? Je pense que enfin, pour moi, si vous voulez, il faut crever un abcès qui est celui de l'illusion que l'on entretient d'une autonomie de décision et voire même d'une indépendance de décision du pouvoir ukrainien, militaire et politique. Donc, si on n'est pas prêt à négocier, si Kiev, le régime de Kiev ou le pouvoir de Kiev, ou le président qui n'est plus président, l'Assemblée qui n'est plus une Assemblée, enfin bon bref, tous ces gens disent non, on ne veut pas négocier, c'est parce qu'ils peuvent se permettre de le faire, c'est parce qu'on leur permet de le faire. Donc la question, c'est jusqu'à quel point l'Occident va considérer qu'il peut continuer à essayer à entretenir ce harcèlement au prix et aux dépens des forces armées ukrainiennes et de la jeunesse ukrainienne, hein, qui est envoyée juste à la mort pour pas grand-chose. Je veux dire, quand on voit le niveau de perte, là, depuis 2 jours, on parle de 1500 morts ou 2000 morts, je ne sais plus. Dans la seule région de Koursk, le ministère russe de la Défense parle de 6000 morts. Donc si on dit que l'incursion qui s'est faite avec une dizaine de milliers d'hommes, je crois, c'est quand même beaucoup, 6000 morts sur 10, hein, sur 10 000. Donc on est dans un truc qui n'a pas de sens militairement, qui n'a pas de sens. La seule chose qui aurait un sens, c'est d'arrêter ce massacre inutile et de chercher une restabilisation des lignes, en fait.
Sauf que la Russie ne veut pas forcément d'un gel. Elle veut une zone tampon et elle veut s'assurer que ce sera une vraie zone tampon. Plus on attend, plus cette zone tampon va être énorme et va s'étendre du nord au sud du pays. Donc on est, si vous voulez, c'est là que cette guerre prend des proportions un peu cauchemardesques, et c'est qu'on a quitté on n'est plus dans une évaluation rationnelle, pragmatique, intelligente de la réalité militaire du terrain, parce qu'elle ne nous convient pas, et puis parce que ça fait 2 ans et demi qu'on raconte des gros mensonges aux opinions occidentales, européennes, américaines, voilà, pour continuer à nourrir le flot d'armes, le flot d'argent, cette idée que l'Ukraine doit vaincre la Russie, défaire la Russie stratégiquement. Derrière, on sait bien que c'est l'OTAN qui a cette idée et qui se sert de l'Ukraine, mais se sert aussi de l'Europe et des pays européens qui sont d'une docilité qui, moi, m'effraie, c'est-à-dire que nous sommes des proxys. Nous sommes, nous aussi, des proxys. L'Ukraine est un proxy évident, c'est le premier, mais derrière, il y a nous. Et pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est l'idée ? Quel est l'objectif ? Qu'est-ce qu'on espère atteindre ? Est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir défaire une puissance militaire et politique cohérente comme la Russie d'aujourd'hui ? C'est pas être pro-russe que de dire ça. C'est une évidence, c'est impossible. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on continue ? Parce qu'il y a cette idée de harcèlement, parce qu'il y a cette idée de la préséance américaine qui ne veut pas en rabattre. Cette hégémonie qui est moribonde, mais qui ne veut pas l'admettre, et qui continue sur ce front-là à vouloir démontrer que ça ne va pas se passer comme ça, la Russie sera coupée de l'Europe définitivement, énergétiquement, politiquement, culturellement, stratégiquement, bref. Donc c'est la nouvelle ligne de front, voilà, la nouvelle ligne de front. Le 15 août dernier, le Wall Street Journal livrait les détails du plasticage de Nord Stream, qui aurait été décidé au plus haut niveau du régime de Kiev. Vous y croyez ? Mais non, c'est des contes, mais malheureusement c'est des contes, c'est pas les contes de Perrault, quoi. C'est des contes, c'est ridicule. Que les Ukrainiens aient peut-être été impliqués à un moment ou à un autre, c'est possible, c'est même peut-être probable, mais bon, comme les Polonais, comme les autres. Mais qui donne l'ordre ? Qui décide qu'on va faire quelque chose de cette ampleur, qui va avoir un impact considérable, non seulement sur la Russie, mais sur l'Allemagne, sur l'Europe, sur toutes les économies européennes. Enfin, je veux dire, c'est pas Kiev qui a décidé ça, c'est pas Volodymyr Zelensky dans son bureau qui a décidé ça, ni son ministre de la Défense, ni son chef d'état-major des armées, enfin, soyons sérieux. Donc après, comme d'habitude, il faut masquer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On lance plein d'hypothèses, mais c'est toujours comme ça. Vous avez l'hypothèse du voilier de Plaisance, vous avez l'hypothèse des Polonais avec les Ukrainiens, vous avez l'hypothèse de l'ancien chef d'état-major ukrainien, Zaloujny, qui aurait finalement n'aurait pas été même en capacité d'arrêter cette opération quand la CIA, qui aurait été par extraordinaire au courant de ce qui allait se passer, lui a dit « Ah non, c'est pas bien, il ne faut pas le faire ». Soyons sérieux, on est dans une campagne présidentielle américaine où la posture du candidat, de la candidate démocrate est très très compliquée, pour dire le moins. Toute l'administration Biden est mouillée jusqu'au cou dans cette affaire, et pas seulement dans Nord Stream, dans tout. Donc il s'agit de se disculper. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On trouve comment on appelle ça, les hommes de paille, les boucs émissaires, les 12e couteaux, là. Et puis on explique que c'est eux qui ont tout fomenté, et que nous, au contraire, nous, les Américains, on n'a pas voulu que ça advienne. Il y a même eu Donald Tusk, le nouveau Premier ministre polonais, qui, parce qu'il veut casser son opposition, donc ceux qui étaient avant lui au pouvoir au moment de Nord Stream, laisse entendre que oui, ça doit être les Polonais plus les Ukrainiens,
et qu'il ferait mieux de se taire. Enfin, je veux dire, on prend vraiment les gens pour des truffes, comme on dit vulgairement. Voilà. Avec Nord Stream, les Américains n'ont-ils pas atteint leurs objectifs? Je rebondis à ce que vous venez de nous expliquer, Caroline. Couper l'alimentation, couper l'Allemagne de son approvisionnement en gaz russe et accroître la dépendance européenne aux hydrocarbures américains. Bien sûr, mais c'est l'un des objectifs. C'est l'un des objectifs. Et puis c'est de remettre aussi l'Allemagne au pas. C'est de remettre l'Allemagne au pas. Et de la lier avec la Pologne, d'une manière ou d'une autre, contre la France, naturellement, qui a encore le tort, parfois, ou dont on estime qu'elle a encore quelques atouts, qu'il est urgent qu'elle abandonne, qui pourrait en faire une puissance qui compte en Europe, qui compte de nouveau en Europe. Oui, il y a une remise sous contrôle autoritaire de l'Allemagne, assez claire. Ça se voit d'ailleurs avec tout un tas d'industries qui sont en train de se délocaliser aux États-Unis par nécessité. Alors après, l'industrie allemande n'est pas forcément contente de ce qui s'est passé, parce qu'elle a envie du gaz russe. Et c'était la condition aussi de sa puissance interne en Europe, notamment vis-à-vis de nous. Donc voilà, le jeu américain, c'est de remettre les petits Européens les uns contre les autres, certains ensemble contre les autres, voilà, et de faire en sorte que tout ce petit monde-là ait une position de plus en plus hostile, ne puisse pas sortir d'une position hostile vis-à-vis de Moscou, et soit contraint, non seulement évidemment de rester extrêmement docile dans l'OTAN, mais de faire tout ce qu'il faut, puisque désormais, c'est nous qui avons affaire. Ce n'est pas l'Amérique qui a un problème avec la Russie au plan militaire et sécuritaire. C'est la sécurité européenne qui est en morceaux. Voilà.